Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour de Michael Darmon, journaliste politique chez i24 News. Bonjour, vous avez publié Le Pape et la Matriarche, histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican. C'est aux éditions Passé Composé. Régis de Castelnau, bonjour Régis, vous êtes avocat. Bonjour Valérie. On vous retrouve sur votre blog Vue du droit. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour. On vous retrouve sur votre chaîne Les Indécis et sur YouTube et également le vendredi régulièrement face à Éric Tegner dans l'émission de Patrick Roger et Samuel Lafont. Bonjour, porte-parole de Reconquête. Bonjour à tous. François Bayrou au conseil municipal de Pau, c'est la polémique du jour. Plus largement, le sujet Bayrou est-il Premier ministre il s'est barré pendant le point aux côtés de Bruno Retailleau. On va revenir sur tous ces sujets. On parle du cumul des mandats, évidemment, suite à ce qui s'est passé hier. Mayotte, le procès Paty avec des réquisitoires, un réquisitoire assez incompréhensible pour les familles. Vous nous direz ce que vous en pensez, Régis. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Michael, je vous ai autorisé le pape en Corse, même si on en a beaucoup parlé hier. Merci. Mais comme vous avez écrit un sujet sur le pape, le pape et la matriarche, je me suis dit que vous aviez peut-être un éclairage intéressant on va dire, et différent sur la venue du pape en France. Je trouve intéressant parce que c'est en fond, c'est le pape révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il n'aime pas l'institution, il n'aime pas les pouvoirs, il n'aime pas tout ce qui est organisé. C'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu aller à Notre-Dame. Il n'a pas voulu, au fond, se prêter à ce qu'il considérait comme étant un grand show de la réouverture de Notre-Dame, qui n'était pas assez pastorale à son goût. Et il a préféré, au fond, aller se mélanger aux Ajacciens et aller honorer une cathédrale en Corse plutôt que de se retrouver entre Trump et Elon Musk. Je trouve que c'est un message intéressant. Et qui au fond s'inscrit dans la cohérence de son pontificat, qui au fond a réussi à faire ce que, on va dire, le défunt et éphémère Jean-Paul Ier n'avait pas eu le temps de faire, parce que c'était au fond le même programme qu'il avait mis en place. Mais de ce point de vue-là, j'ai trouvé intéressant qu'il continue à dire « je ne viendrai pas en visite officielle en France » parce qu'il a trop compris ce que Emmanuel Macron attend de lui, et il préfère que Emmanuel Macron vienne à l'aéroport pour une demi-heure plutôt que de se rendre, aller à Paris et au fond se faire quelque part instrumentaliser. La thématique, je terminerai par là, de la religiosité et de la piété populaire qu'il défend est assez intéressante, parce qu'elle s'inscrit aussi dans un même courant qui touche d'autres religions, sur le rapport à la religiosité et non pas à la religion et au culte. Et ça, de ce point de vue-là, c'est une démarche intéressante pour renouveler au fond le rapport à l'irrationnel et à la foi que certains veulent avoir. Mais les qualificatifs, les adjectifs qu'il a collés au mot laïcité, une laïcité plus souple, est-ce qu'on a besoin de mettre des adjectifs à laïcité? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, il faut en mettre, c'est pas très grave, ça c'est une polémique bien hexagonale, hexagonal. Je trouve que, au fond, ce qui est intéressant, et là pour le coup, on n'est pas suspect de toujours dire du bien de lui, mais la meilleure définition avait été celle, au fond, qu'avait posée Emmanuel Macron au début de sa présidence, en disant « l'État est laïque, la société ne l'est pas ». Et c'est dans ce segment-là que beaucoup de personnes s'inscrivent et reconnaissent, et quelque part, ça va pas plus loin que ça. Bon, réaction, les uns les autres. Moi, je comprends l'argument sur la religiosité. Effectivement, c'est un sujet dont on parle relativement peu. En revanche, je pense que le pape a loupé quelque chose à Notre-Dame de Paris, qu'il était plutôt attendu là-bas, et qu'il y a une certaine incompréhension vis-à-vis de son comportement et de ses choix. Non, ceux qui le connaissent un peu, ce qui est le cas de Jean-Pierre Denis, vous explique que c'est un pape qui n'aime pas les flonflons, qui n'aime pas qui n'aime pas ceux qui le connaissent, oui, mais le show. Je parle de la masse des gens. Mais le monde entier le connaît. Mais les gens comprennent un peu qu'il a un tempérament un peu différent. Il apprécie pas particulièrement le comportement d'Emmanuel Macron à son égard. Et également de l'Église de France. Vous savez, au Vatican, lors de mon enquête, on m'a souvent dit en boutade, donc ça reste boutade, attention.
le pape a fait une croix sur l'Église de France. Ouais. Parce qu'en fait, il la trouve beaucoup trop égocentrée. Il dit, moi j'ai un autre agenda. Moi j'ai la pauvreté, il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre partout. Les vrais sujets sont en Afrique et en Asie. Arrêtez de nous faire croire que c'est la France qui est le centre de tout. C'est ce que je vous dis, peut-être que il n'aime pas Emmanuel Macron, peut-être qu'il n'aime pas ou il est en désaccord en partie avec l'Église de France, mais pour les gens qui s'intéressent de loin à ces sujets, donc beaucoup moins que vous-même, je pense qu'il y a une incompréhension véritable et la logique aurait voulu qu'il soit à Notre-Dame de Paris. Et je ne mets pas Emmanuel Macron là-dedans, c'est juste pour les catholiques, ça aurait été, à mon avis, normal. Les images étaient incroyables quand même sur ce qui s'est passé en Corse. Non mais c'était magnifique et ça a aussi montré que la Corse pouvait accueillir des événements, j'allais dire planétaires. Bon, peut-être le mot est peut-être un peu exagéré. Non, mais quand même, c'était régionaux, planétaires et régionaux. C'était local en fait. Ouais, voilà. Non mais c'était vraiment magnifique. Ouais. Régis, un mot? Oui, je ne voulais pas en parler, mais finalement, quand j'entends les commentaires autour de la table, je me sens peu concerné, pour des raisons personnelles. Mais je constate que j'entends qu'il aurait dû être à Notre-Dame. Notre-Dame, c'était effectivement une réussite de reconstruction, mais ça a été une cérémonie de la société du spectacle, qui avait des côtés assez déplaisants pour certains, pas tous. Bon, lui, il a dit, je vais aller en Corse. La Corse, c'est particulier quand même. La Corse, c'est, je veux dire, la religion catholique qui est encore assez prégnante, au contraire de la métropole. Et vous savez, il y a cette publicité pour une eau minérale dont je me rappelle plus le nom, et on voit un prêtre en soutane, l'air mauvais, qui s'en sert pour l'eau bénite dans son église. Oui, moi je trouve que il a eu raison. Il a été rendre effectivement un hommage à cette Corse dont je rappelle qu'elle est l'île des Justes aussi. Elle a des caractéristiques et des particularités dont certaines peuvent être négatives, mais moi je trouve que c'était bien finalement. Et le contrepoint par rapport à la cérémonie de Notre-Dame. Ouais. On va... Non, J'ajoute qu'ils se sont tous précipités pour beaucoup. Retailleau a été là-bas. Oh là là, mon Dieu. Le livre de messe à la main. Ouais. Quelques mots sur Boualem Samsal. Hier, il y avait une grande soirée de soutien pour cet écrivain emprisonné en Algérie. On a appris ce matin qu'il avait été transféré dans une unité de soins aux soins d'un hôpital à Alger. On rappelle qu'il a plus de 75 ans, qu'il a une santé fragile et que je ne sais pas quoi penser de la diplomatie française qui ne dit mot. Donc on dit qu'il faut les laisser travailler. Maintenant, il y a peut-être quand même des mesures à prendre, de pression, de suspendre les visas. Enfin, il y a peut-être des choses à faire, mais on pense à lui. Il est toujours en prison, Boualem Samsal. Le plus important, effectivement, de penser à lui et de toujours formuler... comme vous le faites, son absence et son emprisonnement par le pouvoir algérien, qui, on le voit, ces derniers jours, a déclenché aussi le feu diplomatique contre la France. Donc, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre du pouvoir français pour faire quelque chose. Je dirais qu'une fois de plus... la diplomatie française s'est laissée prendre au piège de cette obsession de la réconciliation mémorielle. Ouais, absolument. Complètement. Ouais. C'est quand même un aveu de faiblesse terrible de la part de la France. Enfin, je suis désolé. Personne n'en parle. Alors tout le monde nous dit que c'est parce que, et sans doute c'est vrai, il doit y avoir des négociations secrètes et tout. Mais je sais pas, il pourrait quand même en dire un mot. Dire un mot de temps en temps, tenir au courant de juste avoir une pensée même au Quai d'Orsay. Alors on sait pas qui est très bien le ministre des Affaires étrangères peut-être, mais on savait il y a quelques semaines. Bref, moi je suis assez choqué de ce qui se passe quand même au niveau du soutien non affiché à Boualem Samsal. Qu'on soit d'accord avec ces vidéos ou pas, c'est même plus le problème en réalité. C'est pas le sujet. L'expression qui revient, c'est ça, c'est aveu de faiblesse, mais on n'attend plus grand-chose malheureusement de la France, du gouvernement d'Emmanuel Macron en tout cas, sur ces sujets-là, puisqu'on a l'impression qu'on se fait jamais respecter. Pour rappeler ce qui s'est passé, on va parler de Mayotte, mais vis-à-vis des Comores pendant un moment, on a l'impression qu'on a aucun pouvoir de pression, on oublie toujours la puissance de la France dans le monde, on oublie notre puissance financière, on oublie l'aide qu'on donne à tant de pays. Effectivement, il y a une obsession, on a l'impression de réconciliation avec des gens qui ne veulent pas se réconcilier.
avec nous. Donc au bout d'un moment, c'est compliqué. C'est comme un mariage, il faut que les deux personnes soient d'accord. Et là, on arrive à une situation où ce pauvre homme, il est oublié, et on a l'impression que rien n'est fait pour l'aider. Alors, il y a certainement des choses qui sont faites, mais en tout cas, ce n'est pas très voyant. Alors, peut-être que c'est la diplomatie, je ne sais pas. On se retrouve dans un instant. Vous pourrez dire un mot, Régis. Je vous vois lever le doigt, mais c'est l'heure du rappel des titres. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous sur Sud Radio. Nous sommes avec vous évidemment jusqu'à midi. Et dans une semaine, c'est Noël. Mais nous avons commencé à ouvrir les cadeaux sur Sud Radio. Donc c'est le grand sapin de Noël Sud Radio. C'est le moment de nous appeler au 0826 300 300. Vous pourrez peut-être gagner une enceinte Bluetooth JBL avec laquelle vous pourrez évidemment écouter Sud Radio toute la journée. C'est une enceinte offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Un calendrier de l'Avent. Alors il y aura des petites cases à rattraper parce qu'on a bien avancé dans le calendrier de l'Avent. Mais c'est de la marque Guino. Attention, c'est pas des chocolats, ce sont des produits de beauté, des produits de soins. Et puis il y a plein d'autres cadeaux. Donc 0826 300 300. Appelez-nous, vous gagnerez peut-être un de ces cadeaux. Le combienième appel, Samuel, nous prendrons aujourd'hui? Le 15e. Le 15e appel. Alors allez-y, faites chauffer les téléphones, on vous attend. Très beau cadeau à gagner aujourd'hui et comme tous les jours sur Sud Radio. Alors, je refais ma petite présentation. Michaël Darmon, journaliste politique chez i24 News. Je rappelle votre dernier livre, Le Pape et la Matriarche, Histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican. Aux éditions Passé Composé. Régis de Castelnau, avocat. Vous êtes également l'auteur d'un livre, Une justice politique, qui est paru aux éditions L'Artilleur, et on vous lit également sur votre blog Vue du droit. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, et Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur votre chaîne YouTube Les Indécis. J'ai un chat dans la gorge. Et tous les vendredis, dans l'émission de Patrick Roger face à Éric Tegner. Le président de la République hier tenait une cellule de crise pour évoquer la situation à Mayotte. On va en parler avec François Bayrou qui lui a décidé d'aller au conseil municipal de Pau. Mais on continue avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va passer à vous, Alex. Oui, effectivement, c'est un coup de gueule sur une décision qui a été annoncée hier par le maire de Nanterre, donc sur le match de basket qui doit se tenir demain en Coupe d'Europe entre le club de basket de l'Île-de-France de Nanterre et le club israélien l'Hapoel Holon, et qui donc se déplaçait en Coupe d'Europe. Et on nous apprend hier que le match se jouera à huis clos sur décision du maire de Nanterre, parce que les joueurs auraient reçu des menaces directes par messagerie sur les réseaux sociaux, parce que il y a eu des billets qui auraient été achetés sur des canaux qui ne peuvent pas être vérifiés, c'est ce que je viens de lire, et donc par conséquent il considère que le match qui doit se tenir va se tenir avec un risque trop important. Des manifestations aussi, des dépôts de manifestations ont été ordonnés par des organismes, et donc la mairie de Nanterre estime qu'elle n'est pas en capacité de pouvoir assurer en conciliation, je suppose, avec le club de basket, qu'ils ne sont pas en possibilité d'assurer la sécurité des joueurs et des spectateurs pour ce match-là. C'est quand même incroyable. Il y a, rappelez-vous, un mois et demi, on avait eu tout un sketch en réalité au Stade de France pour un match de foot entre l'équipe de France et l'équipe d'Israël, et un mois et demi plus tard, c'est encore pire parce que le public n'est même pas autorisé à venir assister à ce match de basket. Donc c'est quoi la prochaine étape? C'est peut-être qu'il faut interdire les équipes israéliennes de venir jouer en France des matchs et de compétitions sportives, puisqu'on n'est pas capable a priori d'assurer leur sécurité. Rappelez-vous, aux Jeux Olympiques en juillet et août dernier, la délégation israélienne qui se baladait avec 150 camions de CRS dans Paris pour pouvoir aller d'une épreuve à une autre, ou de leur lieu de villégiature à une épreuve sportive. Donc voilà, on en arrive à ça, et je trouve ça un peu lourd, quelque sorte. C'est vertigineux. Et on apprend ce matin que la préfecture des Hauts-de-Seine s'oppose devant le tribunal administratif au huis clos demandé par la mairie de Paris. Donc il y a une décision de justice qui va être rendue. De la mairie de Nanterre. Pardon ? De la mairie de Nanterre. Oui, c'est la préfecture, qui a déposé un recours devant le tribunal de Nanterre. Régis, pardon, je ne vous ai pas fait réagir. Je vais comme ça, je vais pouvoir réagir deux fois. Première fois concernant Boualem Sansal, c'est un otage. C'est un otage, et ça, c'est insupportable.
Il n'y a pas à discuter, comme l'a fait Sandrine Rousseau, de ses opinions, etc. Que je connaissais pas avant, jusqu'à présent. Mais ce que ça implique nécessairement, compte tenu de la situation de nos rapports avec l'Algérie, une diplomatie discrète. Donc, je pense que le soutien des autorités françaises, le soutien de la communauté intellectuelle française, il existe. Maintenant, il faut qu'on puisse sortir Boualem Sansal de cette situation d'otage. Ça, c'était ma remarque. Toutes les affaires d'otage, elles se passent dans la discrétion. Deuxièmement, en ce qui concerne le match, effectivement, je ne serais pas surpris qu'il y ait eu éventuellement une concertation entre le maire de Nanterre et la préfecture pour refiler la pomme de terre chaude au tribunal administratif. Parce que c'est clair que dans une ville comme Nanterre, il faut savoir ce que c'est que Nanterre quand même, il y a un tribunal, il faut savoir ce que c'est que Nanterre, les risques de débordement et la capacité de la mairie à maintenir l'ordre public, elle est quand même engagée. De toute façon, ça n'aurait pas été facile. Que dans le principe, cette situation soit déplorable, je suis bien d'accord, mais le maire, il a pris une responsabilité par rapport à ses prérogatives. Il est là pour garantir, en concurrence d'ailleurs avec le préfet, pour garantir l'ordre public. Le préfet considère qu'il peut le garantir, cet ordre public. Il a saisi le tribunal administratif. On verra comment les magistrats, qui à mon avis, il n'y en a aucun qui habite Nanterre, comment les magistrats du Théâtre de Paris vont apprécier ces risques qui existent. Il y a une très forte communauté maghrébine à Nanterre. C'est un territoire d'insécurité, c'est un territoire perdu de la République. Je comprends ce qu'a été la préoccupation du maire. Oui, Mickaël. Oui, là je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Maître Castelnau, mais en revanche par rapport à ce qui est son analyse sur Boualem Sansal, je ne suis pas d'accord avec le qualificatif d'otage. Parce que il est un prisonnier d'un pouvoir parce qu'il a osé critiquer ce pouvoir. Quand on fait une prise d'otage, on a aussi une sorte de revendication, légitime ou pas, mais enfin on n'est pas dans cette logique-là. Et quand l'État français a négocié pour des prises d'otages, notamment en Afrique, ça se terminait par des sommes d'argent. Tout le monde le sait. Ça va peut-être être le cas aussi, non ? Je pense que le pouvoir algérien a assez d'argent avec tout le pétrole qu'il a et toutes les rentrées du pétrole qu'il détourne de son peuple pour ne pas forcément demander une rançon, parce que le sujet n'est pas de la rançon. Le sujet, il est symboliquement de montrer à quel point tous ceux qui ont une parole libre et critique à l'égard du pouvoir algérien, eh bien sont punis et sont emprisonnés. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas une prise d'otage, ce n'est pas un otage, c'est quelqu'un qui est un prisonnier politique. Oui, en ce qui concerne ce match... On peut être les deux, Mickaël. C'était otage au sens large que vous l'avez employé. Oui, non, otage et prisonnier politique, incontestablement. Oui, tout à fait, mais je pense qu'on peut être les deux. En ce qui concerne ce match à Nanterre, on a mis un petit moment, on a tourné autour du pot, si je puis dire, avant que les choses soient dites. Pourquoi est-ce qu'il y a un souci ? C'est parce qu'il y a eu de l'immigration massive pendant des années qui malheureusement continue. Et pour ça que on peut avoir les opinions qu'on veut sur le conflit israélo-palestinien. En revanche, menacer des joueurs qui viennent en France jouer et avoir une haine viscérale qui se développe sur un territoire, c'est lié évidemment à l'immigration massive, à l'islamisation de notre société. Et aujourd'hui, on a la possibilité. Et d'ailleurs, les Français le demandent majoritairement quand on leur pose des questions sur l'immigration. Ils sont très majoritairement pour mettre un stop à l'immigration. Ils sont même 48% des Français aujourd'hui à vouloir une immigration zéro. On n'est jamais arrivé à ce niveau-là. Alors, ils sont très mobilisés sur le sujet. Ce qu'on peut attendre du prochain gouvernement, c'est de faire en sorte que la situation d'aujourd'hui n'empire pas davantage. Et donc là, ce que doit entendre M. Bayrou, c'est de faire en sorte, enfin, d'écouter les Français. Stop à l'immigration. Et en termes de sécurité et de justice, on en parlera avec ce qui se passe avec le procès Paty, eh bien d'être suffisamment ferme pour dissuader les agresseurs potentiels d'agresser. On va petit mot. Oui, très petit mot. Je trouve que c'est toujours un peu maintenant, de plus en plus, je dirais, au fond, à la fois daté et contre-productif de pointer maintenant la situation à chaque fois du conflit israélo-palestinien quand on est en train avec un présupposé qu'Israël met en
en difficulté ou serait génocidaire du peuple palestinien, ce qui est évidemment totalement faux, quand on voit aussi maintenant ce qu'on est en train d'apprendre sur la réalité du régime syrien, dont tout le monde connaissait au sommet de l'État au moins la réalité et la cruauté, mais on n'a jamais entendu le collectif Stop Génocide à Homs ou à Alep, où un amphithéâtre s'appelait Alep, ville martyre, parce que tout simplement, quand des musulmans massacrent des musulmans, c'est l'indifférence. Régis, on va faire votre coup de gueule dans un instant, mais nous avons notre gagnant, le gagnant à notre grand jeu Sud Radio, le grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant. Et nous avons Daniel qui est en ligne avec nous. Vous êtes notre gagnant ce matin. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Bonjour, alors le sapin est prêt? La bûche est achetée? Oui, non, pas la bûche encore, mais le sapin il est prêt. Le sapin il est prêt. Vous avez des enfants, des petits-enfants? 3 enfants et un petit-enfant. Ah d'accord, alors on va découvrir votre cadeau. Eh bien, c'est une tablette tactile offerte par la Confédération des buralistes, une magnifique tablette qui est un complément évidemment du téléphone aujourd'hui, qui vous permet de travailler, de jouer et de l'emporter partout. Donc, vous aviez déjà une tablette? Non, j'ai un ordinateur, mais pas de tablette. Ah, vous allez le garder ou l'offrir à un de vos enfants? Je pense que je vais le garder. Eh ben, vous avez bien raison. Tout le monde fait ça. Hein. Je vous fais une petite confidence. Personne ne nous entend, mais à chaque fois que je pose la question, les gens gardent les cadeaux pour eux et c'est très bien. Eh ben, écoutez, profitez bien de votre nouveau cadeau et vous pourrez même regarder la chaîne YouTube de Sud Radio en direct. Bravo et merci. Merci de votre fidélité, Daniel. À Sud Radio. Sud Radio, merci beaucoup parce que je suis une fan de Sud Radio, surtout Brigitte Lahaye. Ah bah très bien, bon, on lui transmettra. François Bayrou aussi, il aime beaucoup. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous sur Sud Radio. Alors Régis, votre coup de gueule. C'est un coup de gueule sur la presse, les médias français. Vous savez, tous les matins, je regarde un agglomérateur, c'est comme ça qu'on appelle, et puis je regarde un petit peu, je fais un panorama de la presse, et je constate que les journalistes français, les journaux français, les médias français continuent à parler des États-Unis comme si l'élection présidentielle du début du mois de novembre n'avait pas eu lieu. Trump fait ceci, Trump est un méchant, il mange les petits-enfants, etc. Et ça continue, alors que il faudrait peut-être prendre acte de ce qui s'est produit. C'est pas ma tasse de thé. Moi, je suis extrêmement méfiant concernant Trump. Mais enfin, il a gagné très largement l'élection présidentielle. Il a le Sénat. Il a gagné la Chambre des représentants, il a la Cour suprême. Je pense qu'il serait temps de se mettre à jour. Et cette façon très provinciale, finalement, de continuer dans une espèce d'approche semi-woke, Libération se signale, Ouest France, n'en parlons pas, je trouve ça un petit peu stupide. Prenons acte de la situation, et essayons de réfléchir à ce qui va se passer après le 20 janvier, plutôt que de continuer une campagne. Bientôt, on va avoir de nouveau Kamala Harris en première page des journaux. C'est pas sérieux. Oui. Bon, rapidement, parce qu'il faut qu'on avance dans nos débats. Moi, je trouve que, en fait, en réalité, sans le dire, au fond, la presse, en particulier américaine, est en train de reconnaître le rôle nouveau de Trump. J'en veux pour preuve la différence entre les deux couvertures du Times. Celle de 2016 est présentée comme étant une sorte de clown joker qui fait peur. Et là, c'est l'homme de l'année. Et de la photo est magnifique. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une manière de montrer qu'il n'y a pas le même regard. Samuel, à fond. Oui, vous savez, juste après la victoire de Donald Trump, ceux qui ne l'avaient pas vu venir ont commencé à accuser les réseaux sociaux, les podcasts, en gros les médias alternatifs, comme les nouveaux médias qui se créent. En France, on a Sud Radio, Frontières, on a Ligne Droite, bref, plein de médias qui se développent.
et qui n'avaient pas vu venir ça. Eh bien, j'ai envie de dire à ces gens, vous n'aviez pas compris à l'époque, et pourtant, vous avez encore un comportement de journaliste militant. C'était le cas aux États-Unis, mais c'est le cas aussi en France, journaliste militant. Et c'est dommageable pour les Français, puisque au moment où ils pourraient avoir utilisé les caractères qui sont à leur disposition pour décrire ce qui se passe vraiment aux États-Unis, pour, comme le disait à l'instant Régis de Castelnau, parler du fait qu'il a à la fois la Chambre des représentants, le Sénat, le Cour suprême, qu'est-ce que ça implique, etc. Donner des informations, eh bien, il tire à boulet rouge bêtement sur Donald Trump. Ça nous mènera pas bien loin. Et à mon avis, justement, les Français qui souhaitent avoir de l'information continueront à aller vers d'autres médias que ceux qui agissent aussi bêtement. Et puis, il n'y a qu'à voir comment, si on revient de Notre-Dame, la façon dont il a été reçu, regardé, les regards sans parler à la fois du mini-sommet sur l'Ukraine qui s'est fait à l'Élysée et où s'est dit beaucoup de choses en 30 minutes. Oui, absolument. Samuel, rapidement, coup de gueule. Oui, j'ai un coup de gueule en mode signal d'alerte sur le retour possible de djihadistes en France. Avec Damoclès, le média que j'ai créé il y a quelques années, nous avions été les premiers à mobiliser les Français contre le retour de djihadistes en France, fin 2017, début 2018. On était dans une situation de déni complet, avec des personnes qui nous expliquaient que les individus qui s'étaient rendus en Syrie ou en Irak pouvaient rentrer tranquillement en France, que ce soit des hommes ou des femmes, et qu'en fait on allait, je cite, les déradicaliser. On a vu qu'en fait c'était absolument pas possible, et les personnes qui étaient les plus obstinées dans ce délire, dans ce mensonge, commencent à en revenir. Je rappelle quand même qu'avec ce qui vient de se passer en Syrie, on a malheureusement des chances que des djihadistes sur place, donc qui ont participé à la guerre, ou des personnes qui étaient dans les camps, notamment Daesh, soient libérés de ces camps et décident de revenir en France. Donc, je rappelle également que parmi les djihadistes qui sont en Irak et en Syrie, il y en a qui ont touché des allocations pendant des années. Le grand reporter David Thompson avait dénoncé dans son livre le fait que des consulats à l'époque, 2017-2018, avaient aidé des djihadistes français à rentrer en France. Je rappelle également qu'il y a des avocats de djihadistes qui, pour faire rentrer des femmes à l'époque, parlait pas de femme djihadiste mais de maman, qu'il prononçait bêtement moment. Je citerai pas cet avocat pour pas lui faire de publicité. Je rappelle également qu'il y a un avocat qui a parlé de la djihadiste Émilie Koenig. Son avocat parle d'elle en disant qu'elle est l'incarnation de la mère courage, une femme djihadiste. Je rappelle également que le procureur de Paris, François Molins à l'époque, l'a reconnu. Il faut se départir de toute naïveté. Je n'ai pas perçu véritablement de regret dans ce que j'ai entendu. Nous sommes face à des gens qui sont davantage déçus que repentis. Il faut faire attention, nous allons être confrontés à des mineurs ou des femmes qui ont été souvent formés au maniement des armes. Donc il y a un vrai risque à ce qu'on ait de nouveaux djihadistes qui reviennent en France. Et si on est à nouveau dans le déni, comme c'était le cas fin 2017-2018, on pourrait avoir des gens qui ont pris à l'époque la route des migrants et qui ont, notamment pour certains, commis l'attentat du Bataclan. Donc faire très attention à ça, à ce qui sera décidé vis-à-vis de ces personnes qui sont sur place ou qui voudront rentrer en France. Oui. Bah, c'est sûr que c'est une interrogation qui est présente sur ce que vont devenir ces djihadistes pour l'instant. Très peu condamnés en plus quand ils reviennent en France. Les premiers qui sont arrivés en France, Alain Marceau, on parlait très bien, on leur a fait caresser des hamsters, on leur a fait des massages en expliquant, en essayant de les déradicaliser ainsi. Et ils prenaient des peines qui étaient ridicules et qui étaient souvent, faute de preuves, inférieures à 10 ans de prison, alors qu'on parle de gens qui ont décapité, qui ont formé des enfants à tuer, à porter la Kalachnikov. Et je ne parle pas de toute la propagande djihadiste en ligne où on voit très bien ce qu'ils font faire aux femmes, aux enfants et aux hommes là-bas. Une petite info, emprisonné au Danemark, Paul Watson, le défenseur des baleines, pourrait être libéré dans les prochaines heures. Ce serait plutôt une bonne nouvelle. Mais je ne connais pas tout le sujet, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Parlons de François Bayrou, donc la polémique du jour, ou d'hier plutôt, c'est François Bayrou qui a décidé donc de se rendre au conseil municipal de Pau en Falcon, aller-retour, 12 000 €. Donc on va me dire, ouais, vous êtes populiste et tout, mais bon, c'est quand même 12 000 €. Bah pardon, non, vous n'êtes pas d'accord, Michael, vous faites la moue. Bah c'est le Premier ministre, c'est normal. C'est normal. Oui, mais enfin, il peut aussi aller au marché de Noël de Strasbourg en Falcon. Il pourrait prendre le 42 avec une correspondance. Non, est-ce qu'il était obligé d'aller à Pau hier? C'est la question. Obligé, peut-être que là, on peut discuter sur
l'opportunité d'aller à Pau, mais en réalité, il est aussi Premier ministre de la France. Oui. Mais est-ce qu'il utilise les moyens de la France pour aller pour servir son... Tout le monde, mais je veux dire, c'est une coutume que tout le monde a utilisée. À chaque fois, on pose la question, à chaque fois. Au fond, mais c'est pas ça qui énerve les gens, vraiment. Si, ça les énerve parce qu'on leur demande des efforts et on voit quelqu'un qui prend un avion pour faire un aller-retour. Il fait pas ça pour son propre plaisir. Il fait ça dans le cadre de sa fonction. D'abord parce qu'il est élu. Oui, il est maire de Pau. Il est à conseil municipal. C'est pas. Enfin, il est Premier ministre de la France. C'est pas. Je vais vous dire une chose. C'est pas anodin d'avoir comme pensée. On va faire un pas de côté par rapport à tout ce qu'il est bon ton de dire depuis 2 jours sur sa présence à Pau. Je pense que c'est pas anodin d'envoyer une pensée aussi à ces territoires qui se sont enflammés depuis le début de la présidence Macron. Le projet de François Bayrou, c'est de faire le droit d'inventaire du macronisme, d'accord ? La révolte matricielle qui a mis en arrêt le quinquennat Macron, ce sont les gilets jaunes. Ceux que on a cachés, en tout cas dérobés partiellement à la connaissance publique, ce sont les cahiers de doléances qui sont enfermés dans les archives départementales. Donc de ce point de vue-là, il envoie un message en disant, comme il a dit dès sa nomination, réconciliation. D'accord ? Objectif, c'est un objectif politique. C'est pas comme s'il avait rien d'autre à faire. Je veux dire, il a un gouvernement à créer et il y a une catastrophe inédite à Mayotte. C'est 2 heures dans la journée. Le ministre de l'Intérieur et tous les services de l'État sont mobilisés à Mayotte. Est-ce que aller voir patauger un Premier ministre dans les débris de Mayotte apporterait plus au règlement de la situation de Mayotte? Non. Qu'il y aille dans quelques temps pour vérifier dans quelle mesure les politiques publiques et les moyens qui ont été déployés ont leur inefficacité, c'est normal. Mais imagine, il y serait allé, je ne défends pas particulièrement personnellement Bayrou, mais parfois il faut arrêter de dire quand il y a des polémiques, il y serait allé tout de suite, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit ? Politique compassionnelle, instrumentalisation, non, en fait, à quoi ça sert? Je comprends ce que vous dites, Mickaël. Alex Darmon. Je comprends ce que vous dites, Mickaël. Après, il y a 2 choses. Il faut savoir que François Bayrou, c'est un fervent défenseur du cumul des mandats. Donc, il fait aussi... Et il a raison. Ça, sans doute. Mais donc, il envoie aussi un message en disant, il faut rester connecté. Moi, je vais au conseil municipal, je veux rester connecté avec les territoires. Là, on dit depuis des années, depuis des mois, que les élus locaux, les ministres ne sont plus du tout connectés avec la population. Ça, c'est le premier point. Moi, ce qui me gêne plus, le fait qu'il aille au conseil municipal en Falcon. En vrai de vrai, je m'en fous un petit peu. Je suis un peu d'accord, c'est le Premier ministre de la France, on va pas lui faire prendre le train, faire perdre 5 heures pour aller à Pau, c'est loin en plus, pour arriver au conseil municipal. Ce qui me gêne, c'est le symbole que ça envoie, mais tant sur le fait de la catastrophe qui se passe à Mayotte, que sur le fait qu'en même temps, le président de la République tient un conseil de défense pour parler, je sais pas si c'est un conseil de défense ou un conseil de sécurité, pour parler de la situation à Mayotte. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, ça installe un climat d'hostilité et de concurrence entre les deux que je trouve très mauvais, en réalité. C'est-à-dire qu'au même moment, vous avez François Bayrou à son conseil municipal, nouveau, récent Premier ministre nommé, et dans le même temps, vous avez le président de la République qui tient sur une catastrophe qui est considérable, ce qui se passe à Mayotte, c'est considérable, qui tient un conseil de sécurité pour en parler. Et on a l'impression que là, effectivement, le Premier ministre, d'une certaine manière, il est complètement déconnecté avec ce qui se passe pour le pays, en règle générale. Allez, c'est plus ça. On va marquer une pause et puis on va continuer ce débat, mais la réaction de nos auditeurs, c'est 12 000 € pour un conseil municipal, soit plus d'1 an de minima sociaux, pognon de dingue. Pardon, mais c'est la réaction. On demande des efforts aux Français et même si évidemment il y a le faste de l'État, évidemment qu'il y a droit d'une certaine manière, la question, l'affichage est quand même celui-là. On y revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. On est ensemble avec vous sur Sud Radio, donc nous commentions le premier acte de François Bayrou hier, qui s'est rendu donc au conseil municipal de Pau, alors que la situation est quand même assez compliquée à Mayotte. J'entends ce que vous dites, Michaël Darmon, que ça ne changeait pas grand-chose, qu'il reste à Paris. Néanmoins, la vie politique est faite de symboles, et ce qu'on a vu hier ne réjouit pas non plus totalement les Français. Régis de Castelnau. Écoutez, moi je suis partisan du cumul des mandats. J'ai une certaine expérience de la décentralisation.
Et donc, le fait que, bon, ça me gêne un peu qu'un ministre qui ne doit dépendre que de l'exécutif dépende également d'un conseil municipal, par exemple, et puisse être maire. De Gaulle y était opposé. Mais sinon, pour les mandats de député-maire, etc., de sénateur-maire, je suis partisan. Parce que ça permet d'avoir une expérience. Non, là, en l'occurrence, c'est pas tellement le problème de Mayotte. C'est le problème de la France. Voilà quelqu'un qui, après une opération dont on a eu connaissance, où il a imposé le choix à Emmanuel Macron de sa candidature comme Premier ministre. C'est, si vous voulez, un hibernatus du même calibre, ils ont le même âge que Barnier, qui arrive et qui doit constituer un gouvernement après 6 mois de crise. 6 mois de crise, on ne sait pas où est-ce qu'on va. On est dans une situation financière difficile, une situation économique très difficile. Première chose qu'il fait, il va régler ses problèmes à Pau. Ça pouvait pas attendre. Il pouvait pas demander à un de ses adjoints de faire le boulot parce que la dimension symbolique, elle est très très forte. Hein, et d'abord, c'est du Beyrouth tout pur. Il s'est toujours permis ce genre de choses, absence de vergogne totale. Mais là, en la circonstance, il dit voilà. J'ai mes priorités, je veux bien. Il veut réconcilier, d'accord. Il veut reparler et retravailler avec les territoires, c'est très bien. Mais priorité des priorités, un gouvernement. Bon sang de bonsoir. Alors, d'abord Samuel. Oui. Donc, alors, sur François Bayrou qui se déplace à Pau. Premièrement, je comprends chez les auditeurs de Sud Radio ceux qui sont choqués par les 12 000 euros, puisque on peut se dire qu'il est normal que le gouvernement puisse se déplacer rapidement, en l'occurrence pour l'instant que le Premier ministre, mais à force d'avoir demandé aux Français des efforts, alors que l'État est extrêmement mal géré depuis des décennies et qu'on gaspille les impôts des Français, il est normal que maintenant, à chaque fois qu'on parle de l'argent de la République dépensé, eh bien, ça en énerve beaucoup. En plus, on voit la baisse du pouvoir d'achat, l'inflation et toutes les conséquences que ça a sur la vie des Français. Ensuite, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit encore, c'est que quand François Bayrou se déplace à Pau, il fait un choix en termes de priorisation. C'est-à-dire qu'il se considère, même si ça ne peut prendre que quelques heures, chaque heure, à mon avis, quand on est Premier ministre, compte, et il fait le choix de se dire, alors que on a la crise à Mayotte, qu'il n'y a pas de gouvernement, qu'on va devoir trouver un budget, qu'il y a tous les problèmes que connaissent les Français sur la santé, donc avec la désertification médicale, les difficultés à trouver des médecins, avec le pouvoir d'achat, l'insécurité, l'immigration, etc. Je ne fais pas tous les sujets, le logement également. Eh bien, il décide d'aller à Pau, plutôt que de passer un maximum de temps à former un gouvernement pour trouver des solutions et avoir des résultats. Et en plus, pour terminer, ça veut dire aussi, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il a peur de perdre son poste de Premier ministre très prochainement et donc de se rendre est-ce qu'il sera à Pau? Ça fait 3 jours. Est-ce qu'il sera à Pau pour garder son poste de maire durablement? Il pourrait très bien dire écoutez, maintenant je passe à un autre stade, c'est pas vilain. Il a été maire pendant longtemps et il est Premier ministre. Juste pour terminer, le problème de déconnexion, le cumul des mandats, on peut en parler, mais le problème de déconnexion aujourd'hui entre les élus, le Parlement, le gouvernement et le peuple, c'est surtout qu'avec le mode de scrutin actuel qu'on a, on a une déformation totale de la représentation populaire et on a des députés dont la pensée ne correspond pas du tout à ce que veulent les Français. Ça tombe bien, c'est le plus grand promoteur de la proportionnelle depuis très longtemps, donc on verra bien. Moi, je voudrais quand même remettre un petit peu aussi les pendules à l'heure sur la réalité des choses. La première chose qui est faite, le nouveau Premier ministre François Bayrou nommé, le samedi matin, il a reçu François Gallo, il a reçu le directeur de la Banque de France, il a ensuite reçu Yael Braun-Pivet, il a ensuite reçu Pierre Moscovici, et il a ensuite reçu Gérard Larcher. Le premier acte politique qu'il ait fait, c'est de recevoir Marine Le Pen et Jordan Bardella lundi matin. Donc voilà la réalité des choses. Après qu'il ait envoyé ce message et il a passé un certain nombre de coups de fil pour commencer à composer son équipe gouvernementale, en tout cas à parler à certains poids lourds pour leur dire est-ce que tu serais d'accord pour me rejoindre, qui Bernard Cazeneuve ou Bertrand ou d'autres à qui il a proposé. Il a proposé aussi à Pierre Moscovici qui a refusé le ministère le poste de ministre des Finances. Donc le travail commence à être fait. Il faut quand même regarder les choses dans la nuance. L'État est présent à Mayotte. Après, il a posé son acte politique.
clairement de dire je reste connecté sur les territoires parce que ce sont les territoires qui flambent. On a tous commenté il y a 15 jours les fractures françaises, cette étude qui montre le niveau de défiance des Français zone 5 Navigo. Mayotte est un département français. Et en plus Mayotte est un département français, mais une fois de plus pas parce que François Bayrou n'y est pas, que l'État n'y est pas, que Emmanuel Macron qui a décidé. Vous savez bien que la politique est affaire de symboles. Le symbole, c'est d'avoir envoyé les services de l'État. À quoi ça aurait servi? C'est là où c'est important. À ce stade-là, ça ne sert à rien. Mais moi, je suis d'accord sur le fait qu'il travaille, le François Bayrou, en même temps, même s'il est dans le Falcon et que ça dérange les Français. Non, mais ça, on n'en sait rien. On n'est pas avec lui. Il travaille, il est en train de conseil municipal, il ne passe pas. D'accord, mais il est en train de composer un gouvernement. Il fait passer quand même des messages politiques. Mais le temps qu'il passe conseil municipal, il peut quand même aussi dire au revoir à sa ville. Alors, il n'a pas dit au revoir en l'occurrence, mais en tout cas, expliquer la situation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le symbole, il est important. Et c'est vrai que depuis qu'il a été nommé, depuis vendredi matin, tous les symboles ne sont pas vraiment au rendez-vous. Quand sa première prise de parole, il l'a fait à la sortie on ne sait pas où il est d'ailleurs, avant d'entrer dans une voiture. Voilà, au commissariat au plan, sorti d'une voiture, alors qu'il n'attend pas de la passation de pouvoir pour s'exprimer sur son poste de Premier ministre. C'est pas un très bon message. Quand le lendemain, il est avec Bruno Retailleau et avec tous les ministres sur scène, et qui part en plein milieu de la prise de parole du ministre de l'Intérieur sur les consignes, sur les informations qui sont données, c'est pas un très bon symbole non plus. Donc en fait, il enchaîne là ce qu'il fait hier à Pau. Encore une fois, qu'il y aille, moi ça ne me choque pas. Quand on est un partisan du cumul des mandats, en plus, on va envoyer un message, ça ne me choque pas. Mais qu'il le fasse en même temps que le Conseil de sécurité ou de défense tenu par le président de la République, c'est un mauvais symbole aussi. En fait, l'enchaînement de ces actes politiques ne sont pas les bons. Et on sent qu'il a un agenda personnel. Mais surtout parce que vous l'interprétez, vous l'interprétez comme il veut mettre en avant les fractures françaises. Moi, je suis un des premiers ici à parler systématiquement des Gilets jaunes. J'étais révolté pendant la période des Gilets jaunes, à voir beaucoup de gens, y compris à droite, qui ne comprenaient pas ce qui se passait dans le pays avec la révolte de tant de Français. Mais moi, je n'interprète pas comme ça. Le déplacement à Pau, pour moi, c'est juste François Bayrou qui veut pas perdre Pau et qui se rend pas compte que maintenant, il est dans un autre rôle et qui doit passer tout son temps. Pardon François, mais tu as accepté le job. Maintenant, tu vas passer tout ton temps à être Premier ministre et à trouver des résultats pour les Français. Je comprends que quand tu es maire de Pau, tu dois t'occuper de cette ville de 77 000 habitants, 200 000 éclats-glos, qu'il y a des choses à faire. Je dis pas qu'il n'y a rien à faire, mais il y a d'autres personnes sur place. Effectivement, on a parlé des adjoints pour s'occuper de la ville et maintenant, il doit passer tout son temps à faire ça. Je comprends pas en tant que Premier ministre avec autant de crises, la seule chose qu'on attend, à passer si peu de temps pour ça. Pour moi, la seule chose qu'on attend maintenant de François Bayrou, c'est de réussir à faire passer le budget. Le reste, ce ne sont que des broutilles. Voilà. Enfin, il doit composer un gouvernement avant Régis. Il aura forcément moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Ce que disait comment dire Samuel. Parce que le gang d'Armon, je mélange les prénoms. Alex Darmon. Alex. Michael et Alex. Donc, non, ce qu'il disait est parfaitement juste. C'est le moment. Qu'il aille à la mairie de Pau en étant Premier ministre, ça ne me gêne pas. C'est le moment choisi, avec l'image horrible où il plante Retailleau. Alors, le problème, il n'a rien à faire à Mayotte. Je connais très bien Mayotte, j'y ai été de très nombreuses fois. Ce qui est arrivé, d'abord, il y a un phénomène naturel très inattendu, parce que c'est pas l'endroit, vous vous rappelez, Valérie, quand vous faisiez des émissions à partir de La Réunion, sous un cyclone. Non, c'est un événement extraordinaire qui s'est produit, terrible. Et puis, ça c'est la première raison, mais il y a une défaillance de l'État qui est ancienne. Une défaillance de l'État qui est ancienne, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Parce qu'on va parler de Mayotte. On n'a pas besoin de lui sur le territoire. Le ministre de l'Intérieur y va. On essaie de mettre en place un pont aérien parce qu'il n'y a plus de possibilité de faire atterrir des avions autres que des avions militaires, des C-130. Parce que la tour de contrôle a été détruite. Donc non, c'est pas la peine qu'il aille là-bas. Parce qu'en plus, c'est loin, il faut passer par la Réunion, remonter. Donc non, simplement, c'était les images de son premier jour. Et moi, ce qui me frappe, c'est que c'est du Bayrou tout pur. Il a tout le temps été dans cette désinvolture, cette façon. Il y a l'image terrible, ridicule, où il jette son manteau à quelqu'un pour qu'il le lui range. Il a toujours été comme ça, sans. Je pense que le rapport au pouvoir de l'État de ce personnage le disqualifie.
pour être Premier ministre. On verra la suite. Oui, on verra. Mais... on va parler de Mayotte dans un instant. Justement, Mayotte, département français, totalement ravagé par ce cyclone. On aperçoit les images qui sont désespérantes de voir qu'il est pratiquement impossible même de faire un bilan, tellement les bidonvilles se sont effondrés et qu'il n'y a plus rien. On va y revenir dans un instant avec vous. Sud Radio, votre avis fait la différence. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et on va parler de Mayotte, mais je voudrais qu'on parle également du procès Paty. Les réquisitions ont plus que surpris, c'est un euphémisme que de le dire. Des peines allant jusqu'à 16 ans de réclusion criminelle ont été requises lundi à l'encontre des 8 personnes jugées à Paris pour leur implication à des degrés divers. Il y a le père de la jeune femme de qui tout est parti, qui s'était plainte d'avoir été exclue de la classe. La peine la plus élevée a été requise à l'encontre du Russe d'origine tchétchène Azin Epsirkanov, 23 ans, pour lequel l'accusation a demandé d'exclure la complicité d'assassinat terroriste et de retenir l'association de malfaiteurs terroristes. On a vu Maître Spinner s'indigner, celui qui défend la famille du petit garçon, le petit garçon de Samuel Paty, et Michaela Paty, qui elle aussi était totalement désespérée puisqu'il risquait jusqu'à plus de 30 ans de prison. Alors ça, ce sont les réquisitions. Néanmoins, ils peuvent être condamnés beaucoup plus fortement. Peut-être Régis, vous qui êtes l'homme de loi ce matin sur ce plateau. L'homme de loi, c'est moi qui vais devoir peu ramer. Non, le problème, c'est que effectivement, ça c'est une des caractéristiques de notre justice, c'est le temps qu'elle prend. C'est le temps qu'elle prend, et quand arrive l'audience, et à ce moment-là, je dis la tragédie Paty reste extrêmement présente, mais la formidable émotion qui avait frappé notre pays, à juste titre, elle est déjà un petit peu atténuée. Ça, c'est ma première observation. Deuxième observation, c'est le parquet. Ce sont des réquisitions. Vous avez raison, Valérie, de souligner que ces réquisitions peuvent parfaitement ne pas être suivies par la juridiction, par les juges du siège. Et ce d'autant que moi je me méfie un peu, je m'en méfie parce que quand je les ai vues, elles ne sont pas à l'échelle du drame national que ça a été. Non. Et deuxièmement, le problème, il est celui d'une approche peut-être des parquetiers de ces questions. Parce que, alors, faut pas oublier une chose, c'est que en France, le principe, c'est la plume et serve, ça veut dire qu'on a les écritures, on est tenu, c'est hiérarchique, c'est le parquet, mais la parole est libre à l'audience, donc le parquet requiert ce qu'il veut, avec les arguments qu'il souhaite. Donc je pense qu'on a un peu ce phénomène d'une vision un peu irénique du terrorisme et des dangers de cet islamisme-là. Je pense que c'est pas une très bonne nouvelle que ces réquisitions. On va voir la décision finale. Oui, Samuel Lafont, oui, alors on peut l'interpréter aussi comme une prise de position politique. Absolument, ça peut être un symbole de lâcheté. Vous savez, on aura le verdict normalement en fin de semaine. Et habituellement, les juges sont libres, absolument, comme il a été rappelé. Mais souvent, le parquet demande plus et après, le juge dans les affaires plus courantes. Donc là, on peut espérer, en tout cas moi j'espère à titre personnel, que les condamnations soient supérieures à ce qui est les réquisitions du parquet. Moi, ce qui me surprend en fait dans ces réquisitions, c'est qu'on a l'impression que dans la requalification des faits, puisqu'il y a des faits qui ont été requalifiés, comme vous l'avez indiqué Valérie à l'instant, ça correspond un peu à ce qui se passe malheureusement tous les jours en France avec des racailles qui agressent. Et qui, quand elles tuent, par exemple, on considère pas qu'elles devraient pas être condamnées pour meurtre, mais pour violence et entraîner la mort sans volonté de la donner. Vous avez des gens qui sont juste poursuivis pour des violences en réunion, des violences aggravées, donc avec 10 ans de peine maximale, et qui prennent 2-3 ans. On est toujours en deçà. Il y a soit la requalification, soit les condamnations qui sont vraiment en deçà de ce qu'il est possible de donner par le code pénal. Et j'ajoute également qu'on a un paragraphe qui nous explique dans la presse. Personne ne dit qu'il souhaitait la mort de Samuel Paty, mais en allumant ainsi des milliers de mèches numériques, il savait que l'une d'elles mènerait à la violence djihadiste contre le professeur blasphémateur, entre guillemets blasphémateur. Ouais. Moi j'ai envie de vous dire, mais ça correspond à la lapidation.
C'est comme la lapidation. Tout le monde lance une pierre, entre guillemets, pour punir, et puis hop, la personne, elle finit par mourir. Non mais, toutes ces personnes qui sont co-responsables de l'assassinat de Samuel Paty doivent payer et doivent payer lourdement. C'est non seulement une question de justice, mais c'est également une question de symbole pour notre pays. Bien sûr. Alex, Valérie, vous avez... excusez-moi, juste un mot, Valérie. Ouais. Vous avez dit que c'était des réquisitions politiques. Non. En revanche, on peut se poser la question de savoir... De façon politique. Si ce ne sont pas des réquisitions idéologiques, ce qui n'est pas la même chose. Vous avez raison. Et malheureusement, dans la magistrature, il y a cette tendance qui est réelle. Oui, vous avez raison de me corriger. C'était idéologique. Alex Darmon. Non, moi, je suis assez surpris dans le mauvais sens et choqué. En plus, on a appris que la jeune collégienne de qui tout est parti, parce que ça part de la collégienne aussi, quand même, qui a menti, a présenté ses excuses. Après, elle est venue témoigner pour son père à la barre. Brahim Chnina, contre qui on a requis 10 ans de réclusion avec 2/3 de la peine de sûreté. Ouais. Voilà. C'est quand même. Et puis, pareil, le prédicateur derrière qui avait fait cette vidéo Facebook. Il faut se rappeler de tout ça. Enfin, on rappelle pas les faits, mais c'est un prof qui a été décécapité. Oui, bien sûr. Non, mais c'est important de le dire. Je sais que c'est pas. Il y en a eu un deuxième. Voilà, il y en a eu un deuxième quelques années plus tard, et je crois qu'il faut le dire. Et voilà. Et le fait qu'on demande 10 et 12 ans de réclusion criminelle, enfin, mais honnêtement, on peut pas comprendre ça. On peut pas comprendre. On vous dit juste, ce que vous vous dites, c'est que la justice n'est pas au niveau. Voilà, exactement. Que la justice n'est pas au niveau, que c'est pas assez expliqué. Et on comprend la colère de la famille de Samuel Paty, de l'avocat de Samuel Paty, et on peut que s'aligner là-dessus. Maintenant, moi, honnêtement, pour avoir un peu suivi la justice ces dernières années, c'est rare. Que le parquet ne suive pas les recommandations. Voilà, donc je serais surpris de voir que les peines demandées ne soient pas suivies, qu'elles soient plus lourdes. Moi, j'y crois absolument pas. Voilà, donc il y aura sans doute appel, il y aura encore la justice qui fera son travail. Un autre procès, voilà, et puis les Français auront encore un peu plus le temps d'oublier ce qui s'est passé ce jour-là. Et c'est ça qui est terrible en réalité. Voilà. Parce qu'ils ont été vraiment les instruments de ce qui s'est passé pour Samuel Paty. Michael Darmon. En fait, c'est un pas de vague judiciaire. Oui, exactement. Oui, mais sauf que ça fait des vagues. Ça en fait, bien entendu, mais de la part de l'institution. De la part de mais c'est quoi? C'est de la soumission? Enfin, pardon, c'est la peur. C'est de la peur, tout simplement. Et la peur de quoi? De qui? La peur d'avoir des représailles, la peur effectivement d'une forme de pression non dite, sous-jacente, voilà, de créer des tensions, de créer du clivage, voilà, toute cette espèce de prudence qui aujourd'hui se transforme en nuance. Et qui en réalité n'est qu'au fond de la démission vis-à-vis de ce que les Français ressentent, ce que l'opinion ou le corps social peut ressentir face à un événement majeur qui a traumatisé la communauté nationale. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je me l'étais marqué d'ailleurs. Quand on a eu le sujet, pas de vague. C'est vraiment l'expression, à mon avis, qui doit revenir largement dans la presse dans les jours qui viennent, c'est qu'il y a un pas de vague où effectivement c'est de la lâcheté qui est transformée petit à petit en nuance, et en fait on a une justice qui est pas du tout au niveau. Mais vous savez, c'est pareil malheureusement dans les actes du quotidien, où quand on a des délinquants multirécidivistes, des criminels, des violeurs qui ont des peines minimales, parce qu'on se dit mais finalement peut-être qu'ils vont pouvoir se réinsérer, que ça va bien se passer, il faut quand même s'occuper d'eux. Ils n'avaient pas tout à fait conscience de ce qu'ils faisaient. Oui, voilà, c'est pas vraiment leur faute. Mais au bout d'un moment, les Français en ont assez, parce que cette justice-là, non seulement elle protège pas les victimes, mais elle a plutôt tendance à protéger, je fais un peu un raccourci, mais c'est la réalité, c'est ce que disent les Français, à protéger les délinquants, les criminels plutôt que les victimes. Et en plus de ça, eh bien les peines, ce qu'on oublie tout le temps de dire, c'est que les peines, elles doivent être dissuasives. Si vous avez une justice qui est extrêmement lente, comme l'a souligné Régis de Castelnau tout à l'heure, qui est extrêmement lente, et qui en plus à la fin propose des peines qui sont ridicules, eh bien le voleur, ça a été prouvé ça, hein, le voleur, le tueur, le violeur, il fait un calcul simple, eh bien je me fais plaisir, entre guillemets, et derrière j'ai rien à craindre, parce que de toute manière j'aurai des peines de prison ridicules, des petites amendes que je paierai pas, j'aurai des remises de peine, et en fait je serai libre. À suivre, donc on attend effectivement ce que sera le verdict. Ce sera d'ici la fin de la semaine. Tiens, on apprend que François Bayrou prononcera sa déclaration de politique générale devant le Parlement le 14 janvier. Donc cet après-midi, il va répondre aux questions d'actualité. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Régis? C'est loin. Le 14 janvier, il n'y a pas le feu au lac. Non, mais c'est... C'est loin. C'est loin, ouais, c'est un peu loin. Il se donne un mois pour constituer son gouvernement, c'est bien.
Non, il peut avoir le gouvernement avant. Oui, bien sûr. Peut-être qu'il fera un discours de politique générale axé sur le budget uniquement pour dire qu'il faut voter la loi en accéléré aussi, c'est possible. Hein. Donc, mais ça semble loin quand même, 14 janvier. Oui, ça semble un peu loin. Il y a les fêtes et la galette des rois. Après, généralement, la trêve des confiseurs, elle dure aussi peut-être un petit peu jusqu'au 20 janvier. Les travaux parlementaires ne reprennent pas avant le 20 ou 25 janvier. Donc peut-être qu'il va avancer. C'est la rentrée parlementaire, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est le jour de la rentrée parlementaire. Donc c'est l'agenda du Parlement. Il faudra juste espérer que ce soit vraiment un discours de politique générale et non pas un discours général sur la politique. Et une petite session extraordinaire, tiens. Voilà. Pourquoi pas? Parce que ce qu'il a dit à Pau hier, juste pour revenir, et n'y voyez pas de l'acharnement, c'était quand même d'une indigence totale. Je veux dire, de rappeler la situation de Mayotte, on a les chaînes d'infos qui sont là pour le faire, comme j'ai pu le lire sur certains tweets, de rappeler ce qui s'est passé. Il n'avait peut-être pas besoin, on n'avait pas besoin de lui pour dire ça. Oui, c'est la parole politique. Oui. Là, pour le coup, là, vous étiez attaché au symbole. La parole, une fois de plus... On attendait peut-être quelque s'il n'y avait pas eu un mot sur Mayotte. Non, mais quelque chose un peu plus fort et d'un peu plus pertinent, on va dire. On verra bien s'il est capable de tirer les leçons des politiques publiques qui ont fait de Mayotte le quart France, le territoire de quart-monde de la France. C'est ce qu'il faut dire de Mayotte aujourd'hui. Et donc le militant écologiste Paul Watson, détenu au Danemark, va être libéré. C'est ce qu'a annoncé l'ONG Sea Shepherd. Et le Danemark a décidé de ne pas l'extrader vers le Japon. Donc il est libre, Paul Watson. Voilà. Merci à vous. Merci. Et on se retrouve demain. Je ne sais pas pourquoi je ferais compter vendredi. Non, demain. Pas encore. Bonne journée. C'est Cécile de Ménibus. Je vous souhaite de joyeuses fêtes avec Sud Radio.